Avec les podcasts Le Droit pour moi, informez-vous simplement sur vos droits. Bienvenue dans le Rendez-vous du droit. Dans cette émission, nous reviendrons avec des experts et des avocats sur les questions juridiques que vous vous posez dans votre vie de tous les jours. Avec ce podcast, vous serez incollable sur vos droits. Olivier Bongrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit social et membre du réseau Jessica. Nous allons évoquer avec vous un thème que vous connaissez bien et qui touche des millions de Français chaque année dans les entreprises, le harcèlement moral au travail. Alors Olivier, première question, qu'est-ce que le harcèlement moral et comment est-ce que ça se caractérise ? Alors, le harcèlement moral, c'est à la fois une notion, mais c'est aussi, ça recouvre beaucoup de phénomènes. Il y a plusieurs matérialisations du harcèlement moral, mais ce qu'on peut en retenir, en tout cas, c'est que la jurisprudence, ou en tout cas la loi, exige que ce soit des agissements répétés. Agissements répétés qui ont pour effet, pour objet de dégrader, d'avoir des conséquences sur l'état de santé ou la carrière, l'évolution professionnelle d'un salarié. Ça se matérialise souvent de plusieurs formes. Il n'y a pas un tableau type de harcèlement moral, même si on retrouve quand même un certain nombre de phénomènes communs. Le harcèlement moral se manifeste, ça peut être une mise à l'écart, la mise à l'écart d'un salarié, on parle parfois de mise au placard. Ça peut être des critiques qui peuvent être systématiques, qui peuvent être un peu lourdes, présentées devant du public ou en comité plus restreint, des consignes qui peuvent être contradictoires, on peut décider de ne plus s'adresser à la personne, c'est un peu sa mise à l'écart, mais je veux dire de ne plus le saluer, ça fait partie effectivement d'exemples caractéristiques d'une situation un petit peu d'ostracisme, de mise à l'écart du salarié. Évidemment, ça peut avoir il peut y avoir des comportements là aussi encore plus graves, ça peut être des propos injurieux, répétés, donc le dénigrement et la mise en œuvre de ce dénigrement qui a pour conséquence, pour effet, pour objet, de mettre à l'écart le salarié, mais de dégrader son état de santé et puis de compromettre son avenir professionnel au sein de la structure. D'accord. Alors, si je suis victime de harcèlement ou tout simplement témoin, qu'est-ce que je peux faire et comment m'en protéger ? Alors, le mieux... Bien souvent, en fait, les gens font un peu le dos rond. C'est-à-dire que après avoir été ou alors qu'ils sont victimes de harcèlement moral, c'est un petit peu souvent le réflexe à finalement à pas avoir, c'est celui de se dire bon, ça va passer, ça va finir par passer, je vais pas me manifester parce que si je me manifeste, ça risque d'être pire et ça risque de s'empirer. Donc en fait, il faut réagir, il faut agir et donc déjà pour faire en sorte que ça cesse, effectivement, on peut avoir des réactions, à savoir déjà contacter un certain nombre de personnes, mais pas seulement. On peut aussi invoquer ou solliciter par courrier la direction et faire en sorte que ça se règle, que des mesures soient prises pour que des agissements de ce type cessent. La première réaction à avoir peut être évidemment dans le dialogue, mais si le dialogue ne suffit pas, il ne faut pas hésiter effectivement à écrire. Et j'ajoute que c'est important d'écrire ou en tout cas de se signaler parce que c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le salarié va être protégé. Parce qu'on ne peut pas non plus être sanctionné parce qu'on a pu se plaindre de harcèlement moral. La personne va être protégée par le seul fait qu'elle signale une situation de harcèlement et qu'elle demande que cela cesse. Si jamais la personne est sanctionnée en raison justement de cette plainte, cette dénonciation de situation de harcèlement moral, la sanction pourra effectivement faire l'objet d'une annulation. Quelles sont les obligations de l'employeur dans ce cas de figure ? Qui est responsable ? Alors, en matière de harcèlement, de protection de la santé des salariés, l'employeur il a une obligation de sécurité de résultat. Il doit faire en sorte que les salariés ne subissent pas de comportement, d'agissement, de harcèlement. Et donc, cette obligation de sécurité de résultat implique qu'ils prennent des mesures. Il ne suffit pas que l'employeur dise j'étais pas au courant pour se prémunir de cette
je dirais, de cette obligation, ou en tout cas de se dégager de sa responsabilité. L'employeur doit mettre en œuvre des actions positives, au-delà de l'affichage des textes, ce qui prohibe le harcèlement moral dans l'entreprise. Il doit faire en sorte que les relations de travail entre salariés, entre hiérarchiques et subordonnés, voire même dans des rapports collatéraux, se passent de manière à ce que le management soit convenable, mais aussi les rapports soient sans harcèlement moral. Donc agir, c'est une de ses obligations premières, et il ne peut pas se retrancher simplement derrière « je n'étais pas au courant ». Bien évidemment, le salarié sera plus, le salarié en cause, ou en tout cas le salarié victime sera, plus dans une situation de mettre en œuvre des actions préventives s'il a effectivement informé l'employeur. Qui puis-je contacter si je suis victime de harcèlement ? Alors, le salarié peut contacter les représentants du personnel, la délégation du personnel au sein du CSE, qui a une mission de prévention des risques de harcèlement, mais également qui peut faire valoir un droit d'alerte en cas de danger grave, de la connaissance d'un danger auquel un salarié serait exposé. Le salarié peut également contacter le médecin du travail, faire état effectivement de la dégradation de son état de santé et de la situation de harcèlement et de stress au travail qu'il subit. Il peut également contacter l'inspection du travail qui peut intervenir auprès de l'employeur pour faire cesser les agissements qu'il subit. Et alors, si les agissements en question ne cessent pas, comment agir ? Alors, le médecin du travail, a aussi pour rôle d'apprécier l'aptitude du salarié à continuer d'exécuter son travail. Parfois, il y a des situations où effectivement les salariés sont tellement déstabilisés par les agissements de harcèlement moral qu'ils subissent, qu'ils peuvent être déclarés inaptes par le médecin du travail. Donc, en cas d'une situation d'inaptitude au travail, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte, et ce qui va contraindre l'employeur à procéder au licenciement dès lors que aucun reclassement, aucune possibilité de reclassement n'est d'ailleurs envisagée par le médecin du travail lui-même, qui peut effectivement dispenser l'employeur d'une telle recherche. Ça va contraindre l'employeur à procéder au licenciement pour inaptitude, et ce qui va effectivement permettre aux salariés de se sortir de cette situation sans être démissionnaire, puisque évidemment s'il était démissionnaire, il perdrait également ses droits, ce qui serait un peu le comble. Est-ce qu'il est possible de rompre le contrat au tort de l'employeur ? Alors, si la procédure d'inaptitude est engagée, le salarié pourra contester en fait son licenciement en s'appuyant sur le fait que l'origine de l'inaptitude qui lui a été notifiée provient en fait des agissements ou du laisser-faire de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur est à l'origine directe de l'inaptitude dont le salarié est victime. Donc, ce faisant, il peut effectivement contester son licenciement à cette occasion. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est de savoir si un salarié peut rompre de lui-même le contrat de travail lorsqu'il est victime de harcèlement moral. Donc le harcèlement, c'est un manquement à l'exécution du contrat. Et le salarié a effectivement la capacité soit de saisir le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Bien souvent, la procédure est longue et il peut parfois attendre 1 an, voire 1 an et demi avant d'avoir une décision en première instance, ce qui est une situation qui n'est pas toujours aisée de laisser le salarié dans cette situation. Alors soit il est en arrêt maladie, mais donc ça veut dire des arrêts prolongés. Alors parfois c'est également couplé avec une procédure d'inaptitude, c'est-à-dire que parallèlement à une demande de résiliation judiciaire, le salarié peut effectivement saisir le médecin du travail qui va ensuite le déclarer inapte, ce qui va conduire à ce que le licenciement soit prononcé, mais comme le salarié aura saisi la juridiction avant même que l'inaptitude soit notifiée et que le licenciement soit notifié, le juge sera d'abord tenu de répondre à la résiliation judiciaire. Autre possibilité pour le salarié, c'est de prendre acte de la rupture du contrat de travail au tort de son employeur. Effectivement, c'est un petit peu plus risqué. Alors pourquoi ? Parce qu'avec un courrier de prise d'acte, c'est le juge qui va apprécier si les éléments sont établis ou pas. Et s'il estime que c'est pas établi, il va considérer que c'est une simple démission. Si en revanche les faits sont établis, le juge sera amené à requalifier la prise d'acte en un licenciement nul,
comme ayant pour origine le harcèlement. La prise d'acte a un régime procédural un peu plus particulier, c'est-à-dire un peu accéléré. Au lieu de passer 1 an et demi à l'issue d'une procédure un peu longue devant le Conseil de prud'homme, on a un audiencement qui est beaucoup plus rapide puisque le Code du travail prévoit un audiencement à 1 mois de la saisine du Conseil. Donc en fait, c'est une solution qui est risquée, donc sauf à avoir des preuves suffisamment établies, mais néanmoins qui est beaucoup plus accélérée. En préparant l'émission, vous m'expliquez que il peut être parfois compliqué d'établir juridiquement une situation de harcèlement. Est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect-là ? Le harcèlement, c'est protéiforme. Il y a plein de situations différentes et les gens n'ont pas le même ressenti face à des agissements qui peuvent émaner de leurs collègues, de leurs employeurs. La situation et l'administration même de la preuve, comment la réalité des agissements de harcèlement est établie, ça varie vraiment d'un dossier à l'autre. Et ensuite, la perception que le juge peut avoir d'une situation de harcèlement, elle peut même varier d'une formation d'un jugement, enfin d'une formation du Conseil de prud'homme à une autre. La difficulté de ces situations, au-delà des moyens de preuve qui vont être produits, c'est-à-dire des témoignages, eh bien, elle vient que vous avez une part de subjectif dans parfois des situations de harcèlement. Et donc, les gens peuvent ressentir des agissements comme constitutifs de harcèlement, mais sur le plan judiciaire, ça peut être effectivement très difficile de le traduire et de permettre et d'avoir une conviction du juge sur la réalité du harcèlement. Je vous donne un exemple. Subir du stress au travail n'est pas en soi nécessairement du harcèlement. Le stress au travail fait partie, malheureusement, je dirais, du quotidien de nombre de salariés. Et pour autant, ça va pas être constitutif de harcèlement. Le harcèlement, également, on parle d'agissements qui sont des agissements répétés. Alors, est-ce que lorsque vous avez un acte isolé qui va être effectivement anormal parce que c'est un comportement qui n'aurait pas dû être, ça peut être un propos injurieux, effectivement un acte isolé, est-ce que ça va constituer du harcèlement ? Eh bien non, la jurisprudence exige que ce soit des actes répétés. Souvent, ces phénomènes se marquent dans des actes répétés, mais la difficulté vient souvent également du mode de preuve. Attestation, les collègues ne sont pas toujours effectivement dans une situation de pouvoir aider à attester, à établir la réalité des faits. Donc ce ne sont pas des dossiers faciles dans la démarche judiciaire. Ils sont effectivement toujours intéressants parce qu'il faut se creuser la tête et il faut réfléchir avec le salarié sur effectivement la façon dont on va administrer la preuve. Il faut savoir aussi qu'en matière de harcèlement, la preuve elle est quand même aménagé. Quelqu'un qui sombre en dépression et qui a un tableau parce que vous avez quand même des éléments médicaux également qui vont le caractériser. Ça peut être un commencement de preuve. Si derrière, vous avez d'autres éléments objectifs, ou en tout cas qui peuvent être considérés comme étant objectifs de la part d'une juridiction, ça peut être effectivement des échanges de mails, ça peut être des courriers, eh bien le harcèlement pourra quand même être reconnu. Donc faut pas se fixer la barre trop haute, mais voilà, chaque dossier est différent et également chaque juridiction est différente. En vous écoutant parler, on comprend que c'est des questions compliquées. Et on comprend aussi qu'un avocat peut énormément aider quelqu'un qui serait dans une situation de harcèlement. Alors oui, et le plus, on en parlait tout à l'heure, la question du dos rond, c'est-à-dire le fait que les salariés, certains se disent vaut mieux que je ne dise rien parce que si je commence à écrire ou si je commence à me plaindre, ça va être pire. Finalement, je dirais pas simplement l'expérience, mais oui, l'analyse des dossiers de ce type fait que, de la situation des gens, fait que c'est presque en continuant de subir, c'est presque en courbant un petit peu le dos qu'en réalité les agissements finalement vont être de plus en plus importants et dégrader davantage encore la santé des salariés. Donc en fait, oui, moi mon conseil c'est de réagir évidemment, de se faire assister le plus tôt possible. Il y a des choses à faire. On a vu ensemble qu'il y avait éventuellement des personnes à contacter, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur avec le médecin du travail. Voilà. On n'a pas parlé du droit de retrait, mais le droit de retrait, c'est une situation qui est aussi un petit peu
dangereuse parce que si l'employeur estime que ça n'est pas établi, alors dans ce cas-là, le salarié pourra même être sanctionné pour un usage abusif du droit de retrait. Donc le droit de retrait, c'est à manier avec vraiment beaucoup de précautions. Le mieux est de se faire assister le plus tôt possible, de se faire accompagner pour justement écrire éventuellement les choses qui conviennent et adopter surtout une stratégie de protection, de défense qui soit tout à fait adaptée à la situation du salarié. Olivier Bongrand, merci beaucoup. On a pu faire un peu le tour de la question et on peut s'adresser à vous, j'imagine, si on a des questions complémentaires ou si on pense être victime de harcèlement. C'est moi qui vous remercie, bien sûr, à votre disposition. Retrouvez tous les mois le Rendez-vous du droit, un podcast proposé par Le Droit pour moi, votre média juridique. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou bien votre appli de podcast préféré. Retrouvez-nous également sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube. À très bientôt pour le prochain numéro de votre émission Le Rendez-vous du droit.